Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, Platon Confucius qu'ont-ils encore à nous dire? Partons sur une hypothèse, la machine à remonter le temps existe. Elle permet de voyager dans le passé, elle permet aussi de revenir dans notre présent avec des invités, puisqu'elle compte, outre celui du pilote, 2 sièges passagers. Eh bien, c'est avec cette machine que nous sommes allés chercher Confucius en Chine, au VIe siècle avant l'ère chrétienne, et sur le chemin du retour, selon le principe désormais bien connu du covoiturage, Platon en Grèce quelques décennies plus tard. Curieux l'un et l'autre, Platon et Confucius ne se sont pas fait prier pour accepter un tel voyage. Les voici donc au XXIe siècle. Les deux penseurs n'ont rien eu à payer, mais en échange du prix du billet, ils ont accepté de dire ce que leur inspire notre monde en 2018 et en quoi leur système de pensée pourrait nous aider à remédier à ces dysfonctionnements. Alors Platon, Confucius, qu'ont-ils encore à nous dire ? Eh bien, c'est cette question étrange que nous allons poser ce soir en compagnie de 2 invités. Étrange, mais c'est pas la première fois qu'on le fait, puisque je vous rappelle que dans de précédentes émissions, on s'était intéressé à la modernité, disons, de la pensée de Marx, de Ricardo et Keynes, et puis sur la République de Clémenceau et de Jaurès. Ce soir, c'est donc Platon et Confucius. Pour Confucius, c'est vous, Anne Cheng, qui allez nous en parler. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. On vous doit les entretiens de Confucius, enfin on vous doit leur traduction et puis les commentaires de la traduction, puisque bien sûr c'est Confucius qui en est l'auteur. On peut les trouver dans la collection Point. Et pour discuter avec vous, Roger Poldroy, bonsoir. Bonsoir. Philosophe et écrivain. Vous publiez aujourd'hui chez Albin Michel Et si Platon revenait, c'est un petit peu votre faute finalement si on fait cette émission-là, parce que c'est vrai que quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, on va effectivement essayer de voir ce que Platon pourrait penser du monde dans lequel nous vivons. C'est ce que vous proposez d'ailleurs dans ce livre, c'est-à-dire vous vous promenez avec lui dans différents endroits en 2018, et c'est un Platon qui, a priori, est assez déboussolé de découvrir ce qu'il découvre de notre monde. Par moments déboussolé, oui, puisque j'imagine son immersion brutale, un peu choc dans notre époque. Alors, comme il vient d'un monde où il n'y a ni électricité, ni travail salarié, ni crise financière, ni migrants, ni dérèglement climatique, il découvre évidemment énormément de choses, sans parler de la technique, mais je crois qu'il nous permet aussi, et c'est le double jeu de cette histoire, il nous permet aussi de voir notre propre monde avec d'autres yeux. Autrement dit, de saisir à travers le prisme supposé, bien sûr, de sa pensée, mais je n'invente rien, c'est-à-dire qu'il y a des pensées que je lui attribue ou des réactions, mais les textes sont tous empruntés aux œuvres et au dialogue de Platon. Et je pense que ça permet à ce moment-là de voir les problèmes les plus vifs de notre époque qu'il ignorait, mais avec une sorte de décalage et peut-être de grilles différentes. Alors c'est justement ce qu'on va essayer de faire ce soir. Confucius, Han Cheng, serait-il aussi désarçonné que pourrait l'être, par exemple, Platon en arrivant en 2018 ? Si Confucius venait en Chine, il y aurait peut-être déjà un élément de surprise, c'est de voir à quel point il est omniprésent aujourd'hui dans le pays. C'est-à-dire que 2500 ans après, celui qui organise la pensée, en tout cas le premier à le faire, c'est Confucius. Oui, alors le pauvre Confucius, on l'a fait revenir maintes fois en Chine, à l'insu de son plein gré, si on peut dire. Je pense que même si on l'avait fait revenir à peine quelques centaines d'années plus tard que son vivant, après sa mort, je crois qu'il aurait été très, très surpris, enfin, de voir de quelle manière on l'avait déjà commencer à l'instrumentaliser. Là, je fais allusion à cette Chine du début de l'ère impériale, donc cette Chine Han, au tournant de l'ère chrétienne. Et déjà à ce moment-là, en fait, Confucius est placé sur un piédestal, est utilisé pour élaborer une idéologie d'État. Et donc, d'une certaine manière, le retour auquel il est forcé, contraint actuellement,
actuellement dans la Chine communiste ou post-communiste ne l'étonnerait pas tellement, parce que ça ferait guère que la 500e fois. Oui, parce que c'est un retour forcé suite à un départ forcé, c'est-à-dire pendant la majeure partie du XXe siècle, on considère que Confucius, ça représente non seulement le conservatisme, mais peut-être aussi le côté un petit peu sous-développé de la Chine, et donc les différents régimes qui vont se succéder vont plutôt œuvrer à ce qu'on l'écarte. Qu'est-ce qui fait que les dirigeants chinois ont ressenti le besoin, il y a quelques années de ça, de le faire revenir sur le devant de la scène ? Oui, alors bon, ça c'est une longue histoire. Enfin, je crois qu'on n'est pas vraiment là pour parler de ça, mais disons que le destin de Confucius au XXe siècle, dans la Chine du XXe siècle, c'est un destin de destruction. Confucius est assimilé à tout l'héritage traditionnel de la Chine, et par conséquent, pour que la Chine se modernise, il faut se débarrasser de Confucius. Donc ça, c'est vraiment la leçon que retient en gros la première moitié du XXe siècle. Donc là, on déconfucianise à tout va. Et il se produit, disons, à la sortie de l'ère maoïste, un retournement complet, mais qui a été préparé en amont. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord un retournement complet du diagnostic porté par Max Weber, donc le sociologue allemand dans les années 1910, et ensuite également le diagnostic marxiste qui justement condamnait le confucianisme comme étant un obstacle justement à la modernité. Weber disait que le confucianisme était précisément ce qui avait fait obstacle à l'émergence d'un capitalisme moderne en Chine, et donc on a un retournement complet de ce diagnostic dans les années 70, à partir de la périphérie. Dans la Chine de la diaspora, à Singapour, etc. Et c'est au moment où la Chine sort du maoïsme que ça gagne le cœur de l'empire, si j'ose dire. Et où Confucius redevient peut-être un rempart, une certaine forme, en tout cas certains excès de la modernité. Est-ce que Platon, Roger Paul Droit, a eu à subir de telles éclipses, ou bien est-ce que lui, sa prédominance dans la pensée, en tout cas occidentale, a été continue ? Il y a eu des fluctuations au cours de l'histoire, puisque Aristote a été le grand penseur du Moyen-Âge, que Platon revient plutôt, plus fortement après un pic, si j'ose dire, d'importance dans l'Antiquité tardive. Il revient à la Renaissance, mais je crois que surtout, il y a un point commun entre Confucius et Platon dans leur devenir historique, c'est la multiplicité des lectures, y compris des lectures politiques dont ils ont fait l'objet. C'est-à-dire ce sont deux piliers, j'ai envie de dire presque deux murs porteurs. On n'imagine pas la civilisation chinoise sans Confucius, on n'imaginerait pas la pensée européenne sans, et surtout la pensée politique sans Platon. Alors qu'on peut supprimer des tas d'autres petits auteurs, si vous voulez. Ceux-là, ils tiennent, ils font tenir véritablement l'édifice. Mais ils ont été, l'un comme l'autre, très diversement, lus de façon multiple et diverse. Quand vous dites lus de façon diverse, ça veut dire aussi compris de façon diverse ? Platon a cette singularité extraordinaire de n'avoir nulle part, c'est le seul philosophe presque de l'histoire, alors qu'il est le fondateur, n'avoir jamais dit nulle part, sous la forme d'un traité, d'un livre quelconque, voici ma doctrine. Si vous voulez parler en son nom propre, ça non. Ce qu'il fait en extraordinaire dramaturge, en écrivain, c'est de mettre en scène des personnages, Socrate, son maître qui n'avait rien écrit en premier lieu, mais aussi toute une série de ses contemporains, ses frères, des hommes politiques, des avocats, des rhéteurs, etc., des poètes aussi, des scientifiques, qui viennent discuter entre eux, comme peut-être à France Culture aussi, et qui ont des divergences. Et Platon organise tout ça, mais est absent
finalement. Alors bien sûr, il y a des personnages qui parlent en son nom, dont on peut penser qu'ils les défendent plus, mais il y a là quelque chose de très particulier. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que ça ouvre évidemment à la multiplicité des interprétations. On n'a pas cessé de reconstruire une doctrine de Platon à travers le puzzle de ces dialogues. Et on l'a reconstruit de mille façons, notamment il y a, si vous voulez, il y a un Platon de gauche comme un Platon de droite, il y a un Platon chrétien comme un Platon athée, il y a un Platon progressiste comme un Platon réactionnaire. Une des choses que je rappelle dans ce livre et que finalement on ne rappelle pas, à mon avis, assez aux élèves des lycées qui sont biberonnés, si j'ose dire, à la République. On vous dit, voilà, la cité juste, la cité idéale, les philosophes vont être au pouvoir, ça va être très bien. On oublie de dire que c'est un monde totalitaire que Platon met en place et qu'il y a là un contrôle absolu dans la description de la cité idéale, c'est un contrôle absolu de l'éducation, de la vie quotidienne, de la famille, enfin bon. On va voir justement si ce modèle-là peut répondre peut-être à des attentes et qui seraient très actuelles sur le terrain politique. Mais pour rester peut-être un instant sur un instant, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs pendant toute la discussion, sur la comparaison entre Platon et Confucius. Han Cheng, est-ce qu'on pourrait dire que de la même manière que Platon, n'étant pas adossé à une doctrine, ça lui permet peut-être d'avoir une pensée extrêmement malléable à travers le temps et donc de durer très longtemps? Est-ce que c'est la même chose pour Confucius? Là non plus, on ne peut pas parler de doctrine politique chez Confucius. Oui, alors en réalité, justement, cette rencontre Platon-Confucius est un petit peu déséquilibrée, ou plus exactement, elle n'est pas tout à fait symétrique, dans la mesure où Roger Paul Droit, enfin d'après ce que j'ai lu dans son livre, montre bien justement cette relation du maître au disciple, donc Socrate et Platon. Et d'une certaine façon, on a un petit peu la relation équivalente entre Confucius et Mencius. Mencius qui serait en fait plus contemporain de Platon en réalité. Donc d'une certaine façon, on peut dire que Confucius est aussi quelqu'un qui n'a jamais rien écrit, même si on lui a attribué beaucoup de choses. Mais Donc c'est un peu comme Socrate. c'est un peu ça, oui. Mais le pire, c'est que les entretiens que j'ai eu le malheur de traduire, donc on n'est même pas sûr qu'il il soit attribuable à Confucius. Enfin, on a recueilli un certain nombre de propos qu'on a attribués à ce maître, mais en réalité, on ne sait pas si c'est vraiment lui qui... on a un peu le même problème avec les évangiles ou avec n'importe quel texte avec une histoire textuelle compliquée. Donc là, entre Confucius et Mencius, il y a aussi ce jeu assez compliqué. Je ne suis pas sûre que Confucius se reconnaîtrait dans la façon dont Mencius parle de lui. Si je vous comprends bien, Oui. il faudrait plutôt comparer Confucius à Socrate, Mhm, qui n'a rien écrit, dont mhm, nous avons seulement les propos mhm, rapportés ou mhm, reconstitués mhm. et parfois transformés Oui, par Platon oui, en premier et par oui. d'autres disciples ou proches. Alors que Platon, lui, a vraiment écrit, si vous Mhm, voulez. Vraiment, on sait oui. que on est sûr d'avoir ces textes, Mhm. alors que ce serait plutôt Confucius du côté de Socrate, c'est ça? Exactement, Ouais. oui, oui, oui. Et comme vous le disiez, justement, je crois que c'est aussi bien Socrate que Confucius ont marqué d'une certaine manière l'esprit de leurs contemporains. Alors Socrate, évidemment, a connu cette mort extrêmement dramatique. Bon, ce que n'a pas connu Confucius. Confucius n'est pas mort comment dire, en martyr en quelque sorte. Mais enfin, il a eu une vie quand même assez agitée, etc. Enfin, il a eu des menaces de mort, etc. Donc, il a été confronté à la violence du monde dans lequel il vivait. C'est pas quelqu'un qui se promenait dans un joli jardin à la chinoise. Enfin, c'est quelqu'un qui était vraiment aux prises avec les problèmes de son temps et qui a probablement marqué l'esprit de ses disciples, de cette bande de compagnons qui l'ont suivi dans ses pérégrinations à travers les pays de la Chine de l'époque. Il s'est quand même lancé là-dedans alors qu'il avait 50 ans bien tassés tout de même. Donc c'est quand même quelqu'un qui sort de l'ordinaire, qui
qui fait des choix de vie peu communs. Et donc, je pense que c'est ça qui a véritablement assuré sa pérennité, enfin, dans l'histoire de la culture chinoise, je pense. Voilà, il y a Mm. l'idée de penser Mm. ce que c'est que de Mhm. gouverner les autres, Mhm. et aussi de se gouverner soi-même. Ça, on Mhm. le retrouve quand même Oui, oui. assez, et chez Confucius Mhm. et chez Platon, Mhm. Roger Paul Droit. C'est-à-dire que l'idée que finalement, si on veut bien gouverner les autres, il faut d'abord peut-être être capable de bien se gouverner soi-même. Est-ce que ça, c'est une des leçons qui peut être intéressante pour le monde dans lequel on vit, qui nous semble extrêmement chaotique, déstabilisant, même si c'est peut-être la façon dont finalement Oui, on ressent le monde à travers les époques. je pense qu'il y a des schémas de pensée qui sont pour une part périmés, je vais expliquer lesquels, mais une intuition globale qui reste tout à fait réactualisable. L'idée de Platon, c'est finalement celle, et je crois que c'est une des clés pour entrer dans sa pensée, c'est celle d'un parallélisme à peu près parfait entre l'âme humaine et la société. Et il est un des premiers anthropologues, c'est-à-dire qu'il a cette idée que selon le régime politique dans lequel on vit, on n'obtient pas le même type d'individu. Il y a une sorte de convergence, si vous voulez, ou de parallélisme entre la structure de la personne, de l'individu, de ses désirs, de sa manière d'organiser son gouvernement intime, son rapport à soi dans son existence individuelle, et puis la société. On n'a pas le même type d'individu dans une démocratie, dans une tyrannie ou dans une monarchie. Ce qui en fait quelque chose d'un peu effrayant, parce que ça veut dire qu'en fonction de la façon dont on bâtit une société, on va pouvoir construire tel type d'individu. Voilà. On sait qu'il y a eu des projets, justement, le totalitarisme, ça fait partie justement de ces projets-là. Hein. Ben, c'est le projet de la cité idéale, le drame, si vous voulez, de l'existence de Platon. Vous parliez de la mort de Socrate. Ça a été d'avoir vu son maître, Socrate, qu'il a rencontré quand il avait 20 ans. 10 ans plus tard, il en a 30, condamné à mort légalement par la démocratie athénienne. Donc voilà un régime politique, démocratique, qui va condamné à mort au chef d'impiété, de corruption de la jeunesse et sur des rumeurs finalement et des dénonciations calomnieuses, l'homme qui incarne la réflexion, la justice. C'est pour Platon l'impossible, le scandale absolu. Et du coup, je crois que tout le reste de son existence, et La République, ce livre majeur en est témoin, il va vouloir édifier le schéma du système politique où Socrate ne peut pas mourir. Mais à ce moment-là, ça veut dire mettre au poste de commande la philosophie, pensée comme science du bien, du vrai, du beau, quelque chose, une sorte de savoir absolu qui va tout commander, qui va permettre une éducation parfaite, qui va permettre finalement de mettre en ordre l'âme des individus et des citoyens. Et vous avez là une sorte de machine dont tous les rouages sont contrôlés, qui est l'inverse, d'une certaine façon, de la liberté démocratique et de nos compromis, de nos tâtonnements. Alors, je ne sais pas si la notion de démocratie est pertinente quand on parle de Confucius, au moment où il élabore ses pensées, Han Chang, mais il y a un parallèle qui peut être établi, me semble-t-il, c'est que la société, alors nous disait Roger Paul Droit, elle fonctionne chez Platon comme l'âme humaine, chez Confucius, elle fonctionne comme le corps humain, c'est presque ça, c'est-à-dire qu'il y a la tête, et a priori, il doit y avoir une tête, et puis il y a un certain nombre d'organes qui ont une fonction bien précise, et si on veut que la société fonctionne correctement, il faut que chaque organe reste à sa place, quoi, en gros, c'est ça ? Oui, enfin ça c'est effectivement une représentation organique du corps sociopolitique, hein, effectivement. Donc il peut y avoir qu'une seule tête par définition et le reste du corps, les membres doivent suivre justement le commandement de la tête. Mais plus, disons, si on va plus au fond des choses, en réalité, je pense que la force de cet enseignement confucéen, c'est sa simplicité. C'est-à-dire que il n'y a pas simplement l'idée qu'il y a un parallèle entre l'âme et le corps social. Il y a l'idée que disons, la culture morale de soi trouve son extension
d'abord, enfin disons dans la dimension de la famille, et ensuite, à partir de là, ça peut s'étendre à la société tout entière, et pourquoi pas au monde entier. Enfin, donc il y a cette confiance probablement assez idéaliste qu'on a largement reproché aux Confucéens, justement, de penser que ça c'est possible. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où justement cette tête, hein, c'est-à-dire celui qui est en charge justement de ce corps sociopolitique, cultive comment dire, sa propre droiture, à ce moment-là, en fait, le reste suit. C'est pas de la magie, c'est, disons, une façon organique de concevoir les choses. Et cette conception-là, elle s'est suffisamment diffusée au sein, au moins de la société chinoise, pour être encore justement le mode de pensée, disons, dominant aujourd'hui, Han Cheng. Disons que pendant longtemps, le modèle familialiste a prévalu. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en Chine, bon, justement, tout ce qui tourne autour de la famille, de la perpétuation de la famille, le culte des ancêtres, la piété filiale, tout ça, c'est vraiment au cœur de la croyance confucéenne. Parce que c'est précisément ça qui assure d'abord la continuité des générations, c'est-à-dire la continuité de la communauté humaine, parce qu'il est certain que si on imagine des individus qui sont en compétition pour s'accaparer les ressources, on est d'emblée dans une société de conflit. Donc là, en fait, ce que les Confucéens ont essayé de penser, c'est véritablement d'abord comment faire pour perpétuer la vie ensemble. Avant toute chose. Et la force de ce système, c'est que... système, c'est pas un système, mais enfin, la force de cette pensée, c'est que ça part toujours de soi. Parce que c'est toujours très facile de dire, de faire une théorie et de dire, il n'y a qu'à. Hein, donc, on va créer une société idéale, par exemple. Mais si ça ne part pas de soi, si on ne commence pas par soi-même, ça ne peut pas marcher. J'ai pas le droit. Oui, il y a des choses finalement chez les Grecs qui ressemblent tout à fait à cela. Il y a cette idée que acquérir une connaissance vraie, ça n'est pas simplement avoir une science ou un savoir, c'est aussi être transformé par ce savoir. C'est le même mot en grec, sophos, qui dit à la fois le sage et le savant. On ne peut pas être savant sans être sage, ni inversement. Et il y a donc un ordre de la connaissance vraie qui contient en lui-même une sorte de vertu et qui peut déboucher sur le politique. Il me semble Sauf que, Roger Poldroit, aujourd'hui, cet accès à la connaissance, il est totalement bouleversé, parce que la connaissance, on y a accès de manière absolument indéfinie, avec en particulier Internet. Donc finalement, à quoi nous servent Confucius et Platon aujourd'hui, qui sont aussi des maîtres à penser, quand la connaissance est à ce point accessible à tous, et en tout lieu et en tout temps? Alors là, je pense qu'il y a un clivage à faire, ou une distinction. Ce qui est accessible dans nos poches de manière, via nos smartphones désormais, infinie, ce sont des données. Ce sont des éléments d'information. La connaissance, c'est peut-être autre chose, c'est la capacité à intégrer, à faire des tris, à contenir en soi quelque chose. Il y a un très beau texte où Socrate explique qu'il est bien plus dangereux d'acheter des connaissances que des nourritures, parce que les nourritures à l'étal du marché, on peut les regarder. S'il y a un truc qui est un peu pourri, on le jette. Alors que, dit-il, les connaissances, on les emporte en soi. Et donc, il y a l'idée que notre esprit, notre âme, comme il dit lui, est comme une sorte de récipient, que quand on a un enseignement, on emporte ça dans sa tête, et que s'il y a quelque chose dans cet enseignement qui est faux, qui est bancal, qui est dangereux ou pourri, eh bien, on n'a pas le moyen de le voir du dehors d'abord, et le poison est dedans. Vous voyez, et donc, il me semble que Platon et Socrate seraient assez critiques, disons, par rapport aux écrans, par rapport à Internet. En tout cas, ils n'y verraient pas quelque chose, Moi, je pense, ce que j'imagine dans ce livre, c'est que si Platon revient et qu'il voit nos smartphones,
il a l'impression que c'est la caverne portable. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'en sort pas et qu'on est dans une addiction aux reflets, aux images. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de condamner notre rapport aux écrans comme si c'était une diabolisation, mais il s'agit de prendre conscience du fait que nous sommes dans un monde de reflets, d'images, et que peut-être la vieille injonction de Socrate qu'il faut regarder le monde et la réalité, elle reste plus valable que jamais. Lève la tête, regarde un peu ce qui se passe, sors une seconde de l'écran, tout n'est pas là. Han Sheng. Oui, alors je suis frappée par le fait qu'en chinois aussi, il y a cette même homophonie entre celui qui sait et celui qui a du discernement, c'est-à-dire le sage en fait, hein. Donc là, il y a effectivement cette relation sémantique entre justement une certaine forme de connaissance et la sagesse, hein. Pour Confucius, je pense que l'important, c'est de ne jamais oublier que nous sommes humains. Et là, s'il voit les smartphones, il va dire, bon, peut-être, effectivement, ça sert à communiquer, mais est-ce que ça crée du lien ? C'est ça, ce serait vraiment la question. Parce que la grande préoccupation de Confucius, c'est précisément justement non seulement de faire en sorte que la vie puisse se perpétuer sur le plan biologique, physiologique, mais aussi sur le plan de la communauté humaine. C'est-à-dire cette conscience très forte que l'humanité forme une communauté, que nous sommes tous solidaires. Et par conséquent, la grande question, c'est de savoir, comme on dit maintenant, comment vivre ensemble. C'est-à-dire comment créer du lien. Et donc, ce qu'on a appelé, donc peut-être à tort, le ritualisme confucéen, ça ne sert qu'à ça, hein. C'est-à-dire donc, paradoxalement, le fait d'être, comment dire, de traiter l'autre avec respect et donc avec une certaine distance, c'est en réalité pour créer du lien. Pour justement, en fait, comment dire, instaurer cette relation réciproque entre les êtres, même si réciprocité ne veut pas dire égalité. Réciprocité n'exclut pas le rapport hiérarchique, mais le lien est là. Il y a un lien de réciprocité qui fait que on n'est pas tout seul devant son écran, hein. C'est ça pour Confucius, je pense que ce serait sa grande critique. Est-ce que c'est peut-être ce qui peut expliquer d'ailleurs la façon différente, a priori, hein, dont les sociétés orientales, chinoises, je pense aussi au Japon, se sont développées et par rapport aux sociétés occidentales, c'est-à-dire cette notion effectivement de lien, de communauté humaine qui est très importante chez Confucius, et une approche qui serait peut-être un petit peu plus alors technique, juridique, chez Platon, Roger Paul Droit, qui ferait qu'on a des règles. Une approche théorique qui passe par finalement le monde des idées, des formes, lesquelles sont supposées pour Platon exister de toute éternité dans un monde des idées. Il y a, je crois, il y a des points communs et des différences, voire des divergences très fortes. Le point commun, ce serait probablement d'essayer de régler la communauté humaine sur un ordre cosmique. Il y a un ordre naturel, supérieur, extérieur, et il s'agit de retisser quelque chose, de faire cesser le désordre humain, les dissonances entre nous pour approcher de quelque chose qui serait une harmonie naturelle, cosmique, externe. Ça, ce serait, je pense, avec beaucoup sans doute de nuances, mais assez commun. En revanche, là où il me semble qu'il y a une grande divergence et qu'il y a effectivement aussi de terribles conséquences historiques, ou qui a eu des conséquences politiques très fortes, c'est dans l'idée de refaire la société de fond en comble. Ça, il me semble qu'on a ça du côté de Platon, et je ne crois pas qu'on le trouve du côté de Confucius. Ce sera à vous de me le dire, mais parce que le philosophe sorti de la caverne, qui a contemplé les idées chez Platon, il doit redescendre. Et il doit redescendre pourquoi ?
j'allais dire pour faire la révolution, dans nos termes contemporains, mais c'est-à-dire qu'il doit finalement remodeler entièrement, du sol au plafond, la société à partir des idées absolues, du juste, du vrai, du bien, du beau, etc. Mais en référence à quoi? Un passé glorieux, un âge d'or? Ou bien Non, l'idée, c'est non, vraiment non, de créer quelque chose de totalement neuf? Pour dire autrement les choses, quand Lénine dit « la théorie de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie », c'est un énoncé absolument conforme à Platon. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est l'idée, nous avons une science du vrai, nous avons une science de l'histoire, alors nous allons refaire la société à partir de ce savoir. La version nazie, ce serait de dire, nous avons une science de la race, nous allons refaire la société à partir de ce supposé savoir racial. Et là, il y a l'idée qu'à chaque fois, à partir d'un savoir détenu, et supposé absolu, on va refaire de fond en comble la société. Ça, c'est le schéma platonicien, c'est le schéma finalement révolutionnaire, quel qu'il soit, qui refait tout, alors qu'il me semble que, et la démocratie dans ses pratiques parfois bancales, mais plus humaines, comme probablement Confucius, mais c'est à vous de me dire si je me trompe ou non, sont plutôt dans l'idée qu'il s'agit de réparer des choses, qu'il s'agit de restaurer, de bricoler comme on peut, mais de refaire quelque chose contre le désordre sans tout abattre pour reconstruire à partir de zéro. Le passé est très important chez Confucius. Hein. C'est aussi une des... du passé, faisons table rase, ça ne peut pas être un énoncé confucéen. Hein, oui, non, justement, oui. Disons que le passé est une source d'inspiration. Ça veut dire que des anciens, des êtres humains sont passés par là avant nous, ont expérimenté certaines choses et nous ont montré la voie de ce qu'il faut faire et de ce qu'il vaut mieux pas faire. Mais justement, en écoutant Roger-Paul Droit, je me disais que, en réalité, surtout si vous lisez Mencius, Mencius, en fait, présente l'être humain comme advenant au monde dans quelque chose qui est déjà là. Et donc, je ne suis pas en train de dire que immédiatement il doit s'accommoder de ce qui est là, mais il fait avec ce qu'il trouve. Et donc, il y a cette idée que l'être humain advient donc à la société humaine déjà constituée, c'est-à-dire c'est pas un individu qui arrive en tant qu'individu au milieu d'autres individus, il arrive déjà dans un tissu humain qui est lui-même inscrit dans un ensemble cosmologique. Donc là, du coup, en fait, cette vision cosmologique, je pense qu'elle est commune à pas mal de pensées antiques. Mais disons que la grande différence avec ce que décrit Roger-Paul Droit en parlant de Platon, c'est peut-être pas vrai de tous les penseurs grecs d'ailleurs, mais disons que là, ici, on arrive vraiment dans quelque chose, un tissu humain qui est déjà là. Mais il y a quand même une préoccupation pour l'humain. Alors, je vais citer un des extraits de ces entretiens de Confucius. C'est Zigong, je ne sais pas si c'est... Oui. Zigong, oui, ça vous va va? mal, Merci. Qui pose la question, qu'est-ce que gouverner? Le maître lui répond, c'est veiller à ce que le peuple ait assez de vivres. Vous en parliez tout à l'heure des vivres, Roger-Paul Droit, assez de vivres, assez d'armes et s'assurer sa confiance. Zigong lui pose une question. Et s'il fallait se passer d'une de ces trois choses, laquelle serait-ce? Les armes, lui répond le maître. Et des deux autres, laquelle serait-ce? Les vivres, lui répond le maître. De tout temps, les hommes sont sujets à la mort, mais sans la confiance du peuple, aucun État ne saurait tenir. Sans la confiance du peuple, aucun État ne saurait tenir. Ça, c'est quand même très important. Ben là, je suis contente que vous citiez ce passage parce que moi-même, j'ai souvent cité ce passage en regrettant que les dirigeants actuels ne lisent pas ça plus souvent, parce que ça leur rappellerait certaines priorités. Parce qu'il faut dire que les entretiens de Confucius ont été accommodés
accommodé à toutes les sauces et vous avez une sauce extrêmement lénifiante qui est servie par une dame qui est une spécialiste de la com et pas du tout des textes, une certaine Yutan qui sert en fait les entretiens comme une sorte de manuel pour le bonheur, enfin, comme C'est la mode du développement personnel. Oui, donc c'est ça, hein. comme les aime Roger-Paul Droit, le bonheurogramme. Alors que si vous lisez les entretiens, c'est pas ça du tout. Enfin, Confucius a inspiré des conseillers du prince qui, c'est un fait bien connu, arrivent devant le prince avec leur cercueil sous le bras, parce qu'ils savent exactement ce que ça va leur coûter de conseiller le prince. Alors Platon aussi, hein, donc vous nous l'avez expliqué, hein, Roger-Paul Droit a inspiré beaucoup de dirigeants. Est-ce qu'on peut quand même trouver dans sa pensée de quoi atténuer peut-être justement le côté totalitaire de la société qu'il propose et avoir quelque chose de plus équilibré et en tout cas de plus juste? Vous savez, il ne s'agit pas de dire glorifions Platon ou brûlons Platon. Enfin, de mon point de vue, c'est pas ça. L'idée, c'est lisons Platon dans sa diversité, dans ses tensions, dans ses, j'allais dire, ses contradictions internes. Ce serait peut-être une façon un peu excessive de le dire, mais je crois qu'il y a une multiplicité de positions à l'intérieur de la pensée de Platon. Et d'abord, il y a, je crois, un grand clivage, une tension entre Socrate, poseur de questions, Socrate, l'homme des interrogations, et Platon, probablement beaucoup plus le philosophe des réponses, des édifices, qui vient, non pas, qui finalement ne laisse pas ouvertes assez les questions que pose Socrate. Alors il les transmet, mais au bout d'un moment, il donne ses réponses, il construit un système, ou en tout cas il permet de le faire. Et je crois que s'il y a quelque chose qui aujourd'hui doit être rendu vif de Platon, c'est l'héritage de Socrate. C'est la capacité à interroger, à dire finalement, non, à dire au nom de quoi un homme politique est-il compétent? Qu'est-ce qui rend un être humain meilleur? Pas simplement meilleur à la course ou dans telle ou telle activité, mais meilleur comme humain. Vous voulez dire que ce sont plus les questions de Socrate que les réponses de Platon finalement qui vous intéressent? Exactement. Et je pense que les questions de Socrate, nous devons continuer à nous les poser parce que elles interrogent en permanence non seulement notre place d'humain, mais nos valeurs dans les conduites que nous avons, dans la politique que nous pouvons mener ou choisir. Voilà. Alors que Platon, avec tout le mérite qu'il peut avoir, il clôt finalement des systèmes théoriques d'une façon parfois beaucoup plus fermée. Han Cheng? Oui, disons que je pense que si la Chine n'avait connu que Mencius ou d'autres théoriciens, parce que la Chine antique a connu aussi des théoriciens, je ne sais pas où on en serait maintenant, la figure de Confucius a quand même survécu à ça, dans la mesure où les disciples ont gardé l'image d'un véritable maître, c'est-à-dire donc de quelqu'un qu'ils ont regardé vivre, dont ils ont vu le style de vie. Confucius, c'est quelqu'un qui, malgré des moments très difficiles où il n'y avait plus rien à manger, il était menacé de mort, etc., enfin, continuait tranquillement à jouer du luth. Roger-Paul Droit nous disait tout à l'heure, Platon est encore très présent, notamment dans les classes de terminale, pour programme de philosophie. Confucius, il est au programme aujourd'hui? Pas à ma connaissance. En France Non, pas à ma connaissance, non. Ça serait peut-être l'occasion, je ne sais pas, d'inciter notre ministre de l'Éducation nationale, s'il écoute l'émission, à mettre aussi un petit peu de Confucius dans le programme. Non, Roger-Paul Droit. J'ai dirigé il y a quelques années une anthologie en 2 volumes intitulée Philosophie d'ailleurs, pour essayer de répondre à la question où sont
les textes proprement philosophiques que l'on peut lire en arabe, en persan, en hébreu, en sanskrit, en chinois, en tibétain. Alors je m'étais entouré d'une équipe d'érudits et de spécialistes pour rassembler de ces textes et les commenter, mais le fait est qu'aujourd'hui on ne dit plus, heureusement, comme encore quand j'étais étudiant, qu'il n'y a pas de philosophie indienne ou qu'il n'y a pas de philosophie chinoise, que ça n'existe pas du tout, ça se dit moins, mais ça se pratique peu. Bon il faut passer à l'étape suivante. Merci en tout cas infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette discussion, Han Sheng. Donc je renvoie aux entretiens de Confucius dans la collection Point. Vous les avez traduits et commentés. Et puis Roger Paul Droit. Et si Platon revenait, il irait notamment se promener sur un tatami avec Teddy Riner. Enfin, ça fait partie des petites péripéties que vous lui proposez, des petits jeux. C'est publié aujourd'hui chez Albin Michel. Merci à toute l'équipe du Grain, Virginie Le Duo, Leïla Saïdi, Fanny Richer, Antoine Dulster et Prune Saez. Une émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Jean-Guilain Mège. Et puis je précise, Han Sheng, que demain vous serez dans la fabrique de l'histoire puisque sera diffusé le forum enregistré le 31 mars dernier à la Sorbonne